Alors, c'est parti, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bonjour à tous les élèves qui sont présents aujourd'hui à notre quatrième Sportcast podcast de l'École secondaire de Bromptonville. Donc, on est très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Ce sera officiellement notre dernier Sportcast de l'année scolaire 2019-2020. On peut déjà vous dire qu'on réfléchit très fortement à pouvoir poursuivre le concept dès l'année 2020-2021, donc dès septembre. On a déjà même là, quelques entrevues en banque et quelques idées aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout ça pour dire que officiellement, là, ça va être notre dernier Sportcast là, du genre. La semaine prochaine, d'autres choses là, vous attendent. On pourra en parler à la fin de celui-ci. Alors, aujourd'hui, thématique associée à l'alimentation. Donc, on pouvait évidemment pas passer à côté. C'est quelque chose qui est ultra intéressant. Avant de présenter notre super vedette, on fait le tour de nos collaborateurs un petit peu. Tommy Lamoureux. Yes, salut. En forme? Yes, toi? Yes, ça va bien. Donc, Tommy qui sera notre webtech là, pour la présentation et puis qui pourra évidemment là, poser des questions à notre invité superstar. Par la suite, on a M. Donald Saint-Jean. Attendez. Ah oui. Tu nous as de ton côté, excellent. Donald, tu nous as préparé un hail comique assez solide pour la fin du podcast. Donc, un top 5 là, de trucs en lien avec l'alimentation qui risquent de vous faire rire. Donc, restez à l'affût. Et on a évidemment notre collaboratrice scientifique en chef, Maryse Caron. Salut, Maryse! Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Good. Hey, Maryse, aujourd'hui, on innove dans notre dernier podcast. Tu nous présentes un petit quelque chose. Donc, très hâte de diffuser ça à tous nos 150 000 auditeurs. Donc, très content. Je prolonge encore un petit peu l'attente. Juste pour vous dire que nos deux premiers podcasts qui ont été faits ont été diffusés dans d'autres écoles. Donc, le concept a été là, vraiment apprécié de la part de certaines institutions, entre autres à Granby. Donc, on est vraiment fiers de ça. Ça veut dire que les sujets qu'on aborde, là, ça touche pas seulement juste les jeunes de l'école, c'est pour vous qu'on le fait, évidemment. On est content de savoir là, que ça peut servir là, pour d'autres personnes. Donc, bravo, puis tant mieux, là, on est bien content de ça. Maintenant, sujet thématique alimentation. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une spécialiste là, dans la matière, Elisabelle Hardy. Salut! Oh, une main fantôme! Oui, c'est ça. Oui, comme vous pouvez voir, hein, on a du fun encore avec nos fameux concepts. Là, donc, j'ai pas la face rouge comme ça à tous les jours et on n'a pas toute la face blanche comme les autres ici. Donc, hey, Elisabeth, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, ça va très bien. Très content de te recevoir. Bienvenue au Sportcast. Merci. Donc, première expérience pour toi, là, du genre? Première expérience vidéo, oui. Oui, c'est ça, vidéo, parce que plusieurs années, là, 5-6 ans, tu t'es mis de donner là, des conférences à l'école, là, entre autres. Là. Donc, ça faisait quand même un sacré bout de temps là, qu'on s'était vu. Donc, très content de pouvoir collaborer avec toi, là, encore une fois, là, sur une thématique qui est ultra essentielle là, dans le domaine de l'éducation à la santé. Donc, Isabelle, je te laisse parler un petit peu de toi. T'es qui? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis ensuite de ça, on pourra enchaîner là, avec le thème du jour. Super, je vais y aller brièvement. Je suis nutritionniste depuis 5 ans environ en clinique privée. J'ai pas fait grand-chose d'autre parce que j'ai eu un gros coup de cœur là, de ça. Il faut dire que la majorité des nutritionnistes vont travailler en hôpitaux, dans les centres d'hébergement de personnes âgées, les CLSC, tout ça. Mais moi, j'avais pas beaucoup aimé dans mes stages. Donc, quand j'ai gradué il y a 5 ans, j'ai tout de suite été dans une clinique privée. Donc, moi, je reçois des gens un à un dans mon bureau, puis on parle de relation à la nourriture, je les aide dans tous leurs objectifs de santé, puis c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, ça fait 5 ans que je fais ça. Je suis de Sherbrooke originalement, mais j'ai fait mes études au Nouveau-Brunswick. Un petit peu loin, mais j'ai adoré. Oui, assurément. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, la thématique qu'on aborde, parce que c'est ça, donc il y avait différents. Écoute, l'alimentation, c'est quelque chose d'ultra large. Aujourd'hui, là, on parle vraiment, tu l'as dit un petit peu, sur la relation qu'on peut avoir avec la nourriture, les décisions qu'on prend avec ça. Donc, on enchaîne là, évidemment là, avec la fameuse diète cétogène qu'on va parler
pas tout de suite, tout de suite. On va laisser parler Maryse, notre scientifique, un petit peu. Puis après ça, on pourra enchaîner avec toi. Là. Donc, Tommy, WebTech, Maryse, as-tu une intro pour ta présentation ou on laisse ça aller? On laisse ça aller? Excellent. C'est parti. C'est pas celle-là, excusez-moi. On va changer. On y va. Votre appel est important pour nous. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on aborde les régimes. On reçoit un invité qui est spécialisé dans la saine alimentation. Alors, je me suis dit, pourquoi pas adresser 4 régimes que tu connais probablement. La cure de jus détox. Le principe, c'est de boire du jus d'un légume ou d'un fruit selon la mode du moment pendant une période de temps. La rumeur dit que notre foie et nos reins auraient besoin d'être détoxifiés. La cure de jus permettrait justement d'enlever les méchantes toxines de notre corps tout en nous faisant perdre du poids. C'est un 2 dans 1. Il y a 3 faits importants à savoir sur les fondements de la cure de jus détox. Premièrement, comme le disent les experts et le pharmacien, ton foie et tes reins n'ont pas besoin d'aide pour se détoxifier. En fait, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Deuxièmement, si tu regardes dans la littérature scientifique, tu vas voir qu'il n'y a aucune étude qui démontre que ce type de régime-là peut te faire perdre du poids de façon durable. En fait, tu vas en perdre du poids pendant ta cure, mais c'est surtout parce que tu vas consommer beaucoup moins de calories que tu vas en dépenser et que tu vas aller souvent faire pipi. Mais vient aussi avec le fait que tu vas être affamé et que ta perte de poids, elle vient de la perte d'eau et de masse musculaire dans ton corps. Ah, il faut aussi mentionner que dès que tu vas reprendre une alimentation normale, tu vas aussi reprendre ton poids normal. Troisième fait important concernant la cure de jus détox, ça coûte cher. En fait, si tu achètes des jus déjà tout faits sous la forme d'un programme, ça peut aller jusqu'à 60 $ par jour. Bref, si tu es prête à payer pour être affamé et aller faire pipi plus souvent, c'est ton choix. On ne jugera pas ça. Le régime sans gluten. Comme son nom le dit, c'est un régime où tu enlèves de ton alimentation tout ce qui contient du gluten. Le gluten, c'est un nutriment qu'on retrouve dans plusieurs céréales comme le blé, l'avoine, le seigle. Ça veut dire plus de porc, plus de pain, plus de céréales. Selon ma voisine, le gluten, c'est toxique. Ça pourrait entraîner plein de problèmes physiques chez tout le monde. Hein? Et là, on parle de maux de ventre, de ballonnement, de pète, d'oreilles qui tombent, tu sais, de affaires de même. Là. Oh, puis le gluten, ça se trouve dans les féculents. Puis les féculents, là, ben, ça fait prendre du poids. Fait, coupe dans le gluten, tu vas couper dans les féculents, et tu vas perdre du poids. C'est bien logique. La première chose à savoir concernant le régime sans gluten, c'est qu'il peut être bon, mais à 2 conditions. Premièrement, si tu souffres de la maladie cœliaque et que cette maladie-là, elle a été diagnostiquée par un médecin. La deuxième condition, c'est d'être suivi par un professionnel de la santé qui va pouvoir s'assurer que tu as un régime, oui, sans gluten, mais tout de même équilibré et qui ne te manque d'aucun nutriment essentiel. Deuxième fait, le gluten, c'est pas toxique. C'est pas une toxine. C'est juste pas. Troisième fait, les féculents, ça ne fait pas engraisser. En fait, tu prends du poids si tu consommes plus de calories que tu en dépenses. Peu importe d'où viennent ces calories-là. Quatrième fait important, je t'ai dit qu'un régime sans gluten, c'est un régime sans pain, sans pâte, sans plaisir. Mais c'est pas vrai. En fait, il existe de plus en plus de produits sans gluten. Sauf que si tu travailles sur ces produits-là, il y a 2 choses qui vont arriver. 1, ça va te coûter plus cher. Et 2, tu vas consommer beaucoup plus de produits transformés. Cinquième fait, le régime sans gluten, c'est un des plus restrictifs. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas manquer de nutriments et ça peut rapidement devenir monotone.
Et parce que ça devient monotone, ben on s'ennuie. Si on s'ennuie, on va avoir tendance à le lâcher. 6e fait, les études n'ont pas encore démontré vraiment de lien direct entre le régime sans gluten et une perte de poids. En fait, c'est souvent toutes les autres habitudes qu'entraîne un régime sans gluten qui va t'amener à perdre un petit peu de poids. C'est bien tout. Bref, le régime sans gluten, il peut être bon pour certaines personnes qui ont des problématiques de santé. Mais il peut facilement devenir monotone aussi. Puis si tu es tanné et que tu recommences à manger du gluten, ben ça se peut que tu en pètes une shot pendant les premières journées. C'est un régime qui nous invite à revenir à l'alimentation de nos ancêtres. Tu sais, là, les chasseurs-cueilleurs, donc à privilégier les protéines animales, la viande, et les végétaux. Et surtout à proscrire tout ce qui est produits laitiers et céréales. Selon le voisin du cousin de ma belle-sœur, le régime paléo, il permettrait de mieux respecter nos besoins physiologiques, ce qui nous amènerait à avoir une perte de poids, plus d'énergie, une meilleure santé. 2 faits et demi à savoir sur le régime paléo. Premièrement, il y a très peu d'études encore qui ont été menées sur les effets de ce régime-là en matière de perte de poids et sur la santé en général. 2e fait important, s'il n'est pas bien mené, le régime paléo peut entraîner une trop grande baisse de consommation de certains glucides au profit d'une consommation un peu trop grande de protéines, ce qui peut entraîner des dommages pour les reins. Le 2,5e fait, c'est qu'il paraît que si tu suis trop longtemps le régime paléo, ben, il peut te pousser une 2e paire de bras. Mais je ne suis pas sûre de ça. Et ma voisine qui ne mange pas de gluten me l'a dit. C'est pas un point complet. Le régime keto! Le régime keto, c'est le régime que suivent beaucoup de mes proches. C'est dans ma famille, dans mes amis. C'est un régime que je suis moins à l'aise. Fait que tu sais quoi? Je pense que je vais laisser notre invité nous en parler parce que je voudrais pas créer des frictions dans mes proches. Je vais laisser notre experte nous en parler. Puis je vais finir ma chronique. Elisabeth, go! Wow! Excellent! C'est très bon, très divertissant, j'ai adoré. Bravo, Maryse. Ça fait 3 fois que je l'écoute puis je trouve ça encore merveilleux. Ouais, exactement. Je peux pas croire que ça l'a pris toi, Maryse Caron, pour faire des jokes de tête dans notre podcast. J'ai engagé sur Mirko en premier, mais bref. Vous voyez comment vous m'avez sous-estimé. Donc, merci beaucoup, Maryse. Vraiment intéressant. Puis, assurément, là, ça met la table là, pour la suite. Elisabeth, je te repasse la parole. En fait, avant peut-être de parler du régime cétogène, la diète cétogène, peut-être nous dire, là, tu nous as dit que tu étais nutritionniste, que tu faisais de la clinique privée. Est-ce que tu as de nous dire un petit peu là, à qui ça s'adresse justement, là, une clinique privée en nutrition? Qui vient te voir, puis à quel genre de personnes vous faites affaire? Oui, en fait, moi, je trouve que tout le monde pourrait bénéficier d'un suivi en nutrition. Il y a plusieurs raisons pour venir voir un nutritionniste, mais ce que je fais moi beaucoup, c'est de la gestion de poids. Donc, évidemment, beaucoup de perte de poids, mais j'ai aussi des gens qui veulent en gagner. Donc, ça peut arriver aussi. Des gens qui veulent être végétariens ou véganes et être sûrs de rien manquer, ça, j'en ai beaucoup également. Des gens qui ont des problèmes de santé comme un peu d'hypertension ou du prédiabète, du cholestérol, ça, c'est fréquent. J'ai aussi des suivis avec des gens qui ont des troubles digestifs, que ce soit de la constipation, du côlon irritable, des trucs comme ça, des reflux. Beaucoup de troubles alimentaires ou des gens qui ont juste une mauvaise relation avec la nourriture, des choses comme ça. Puis, à moindre mesure, je vais être capable d'aider quelqu'un de sportif, mais
j'ai pas de formation là, comme telle en nutrition sportive, alors je pourrais pas aider un athlète, par exemple. Mais monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne, qui veut bien manger, je peux l'appuyer là-dedans, mais pas d'athlète, par contre. OK, je comprends. Puis là, il y a tout le temps, là, puis même moi, quand j'ai voulu dire c'était quoi ta profession, nutritionniste, diététiste, spécialiste de l'alimentation. C'est quoi la différence entre un et l'autre? Nutritionniste, diététiste, y a-t-il une différence ou c'est la même affaire? C'est la même chose au Québec. Je fais bien de le demander parce que c'est important ça de vérifier. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui se permettent de donner des conseils en nutrition, mais qui ne sont pas des nutritionnistes. Alors, vraiment vérifier. Si vous entendez quelqu'un vous parler de ça ou vous lisez un article, si ce n'est pas une nutritionniste ou une diététiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la formation pour dire ce qu'il est en train de vous dire, en fait. Donc, diététiste et nutritionniste au Québec, c'est la même chose. En fait, c'est pour ça qu'on voit les deux ensemble. On va voir diététiste, trait d'union, nutritionniste, donc on porte les deux titres, mais ailleurs au Canada, c'est juste le mot diététiste qui est le vrai mot à utiliser, en fait. OK. Donc, ça veut dire, tu sais, toi, tu as fait des études, là, tu as fait un baccalauréat Oui, un baccalauréat de 5 ans. Puis, dans ces 5 ans-là, j'avais un stage de 1 an. OK, ça veut dire que ma petite formation Internet on the side sur le régime que je veux promouvoir, peut-être que je devrais faire plus de recherches. C'est ce que ça veut dire. En effet. OK! Bon, donc on a bien fait de t'inviter. C'est pas moi qui vais vous en parler, gang. Donc, Elisabeth, on y va dans le vif du sujet. La fameuse diète cétogène. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est bon, c'est pas bon? Qu'est-ce que tu en penses? Par quoi qu'on commence? OK. Bien, je vais commencer par le commencement. Hein. C'est pas nouveau. Ça date de 1920, cette diète-là. Puis à l'époque, c'était que pour les gens qui faisaient de l'épilepsie, donc des crises d'épilepsie. Puis c'est encore utilisé aujourd'hui pour ça. Donc à Sainte-Justine, il y a des jeunes là, qui répondent pas bien aux médicaments. Bien, on va peut-être les mettre des fois sur une diète cétogène. Mais par contre, ils sont suivis par un nutritionniste pendant tout le temps qu'ils sont sur la diète cétogène et la période après, parce qu'on ne peut pas suivre une diète cétogène et du jour au lendemain revenir à une alimentation qui est standard. C'est vraiment important de bien le faire. Alors, ces jeunes-là sont suivis vraiment là, tout le long du processus par une spécialiste, donc une nutritionniste. Et ça a connu de l'engouement il y a 3 ans environ. En 2016, ça a commencé à être plus populaire. Puis maintenant, les gens s'en servent plus comme une méthode de perte de poids. Et pour contrôler, exemple, un diabète ou des choses comme ça, mais c'est surtout pour le poids que les gens vont l'utiliser, la diète cétogène. OK. Là, tu m'as parlé de régime et de diète. Donc, régime, là, tu as dit perte de poids aussi à l'intérieur de ça. Donc, y a-t-il une différence entre ces termes-là, justement? Oui, bien, tu fais bien de le mentionner. Dans le fond, régime, c'est souvent utilisé pour dire une perte de poids, un régime pour une perte de poids en tant que tel, mais le mot diète, on peut l'utiliser de 2 façons. Donc, on peut dire diète comme on dit régime, donc une diète amaigrissante, une diète pour perdre du poids, on peut l'utiliser de cette façon-là. Mais le mot diète peut être plus global aussi, comme dans la diète méditerranéenne, la diète végétarienne. Ça veut juste dire une façon de manger qui est comme différente de notre alimentation typique ici là, en Amérique du Nord, par exemple. Fait que le mot diète, il y a 2 façons de l'utiliser. Un peu comme un programme alimentaire, dans le fond. Oui, bien, programme alimentaire, c'est souvent un régime déguisé, que j'appelle. Ah, OK. Oui. Donc, c'est souvent fourni par des coachs dans les gyms, des choses comme ça. Donc, un plan ou un programme alimentaire, c'est souvent un régime déguisé, à moins que ce soit vraiment pour un athlète. Tu sais, quelqu'un qui fait des compétitions, des choses comme ça, bien là, oui, un plan alimentaire, ça va être très pertinent. Puis là, je ne le vois pas comme un régime dans ce contexte-là. OK. Super. Puis, mettons qu'on revient justement à notre fameux régime, keto, cétogène, keto, c'est la même chose pour toi? Oui, parce que keto, ça vient de l'anglais, donc pour ketogenic diet. Alors, on dit keto, mais finalement, c'est cétogène. Donc, c'est la même chose. Okay. Puis, c'est en fait le régime le plus sévère que j'ai vu à date. Là. Oui, la diète sans gluten, c'est sévère, mais clairement, le régime cétogène, c'est le plus sévère parce que ce qu'on fait, c'est qu'on coupe tous les glucides. Mais attention, il y a des glucides dans beaucoup de choses. Alors, on pense à tout ce qui est sucré. Donc, on va y aller, oui, avec les desserts qu'on enlève, les jus, les boissons gazeuses, tout ça, le miel, le sirop d'érable, tous ces sucres-là. Mais ensuite, on va couper aussi les fruits, qu'on sait qu'ils sont pourtant très santé. On va couper tous les féculents.
même les légumineuses. Donc, pain, pâtes, patates, riz et compagnie, on enlève ça. Les pois chiches, les lentilles, qu'on sait qu'on a beaucoup d'avantages à manger plus, ça, on les enlève également. Et puis, on enlève même du yogourt et du lait. Donc, un paquet de choses qu'on ne peut plus manger dans la diète cétogène. Là. C'est très restrictif. Ah là, mais qu'est-ce qui reste? Oui, une bonne question. Qu'est-ce qu'on mange quand on est keto? Je regarde ma poutine, là, puis il n'y a plus grand-chose qui reste dans ma poutine. Là. Donc, tu mangerais du fromage, puis la sauce brune, ça dépend. Elle a beaucoup de glucides. La sauce brune diète, mettons. Oui, c'est ça, exact. Donc, ce qui reste, typiquement, ça va être un morceau de viande ou de poisson ou de la charcuterie. Donc, beaucoup de keto là, vont manger plein de bacon, par exemple. Là. Donc, charcuterie, viande. Après ça, légumes verts, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a plein de légumes aussi qui ont des glucides. Oui. Ah ben, regardons! Pas de piment, pas de betterave, pas de carottes, pas de tomates, pas... Hey, ça finit plus, là. Fait que viande, légumes verts, avocat, noix, fromage. C'est tout. Allô, les artères, hein? Hey, c'est cool, hein? Non, fait que oui, ça fait une diète qui est très riche en gras saturés qui sont des mauvais gras animaux, là. Alors, à long terme, c'est sûr qu'il y a des risques pour le cholestérol. Ça, c'est évident. Moi, j'ai une question pour toi parce que j'ai beaucoup de proches, comme je le disais dans la vidéo, qui se sont embarqués là-dedans, mais ils se sont embarqués là-dedans en faisant leur propre petite recherche sur Internet et ils se sont lancés les yeux fermés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que les gens, jeunes et moins jeunes, prennent des informations comme ça et se lancent dans un peu n'importe quoi, là, parce qu'on voit que c'est bien plus compliqué qu'on pourrait le penser? Oui. Bien, en fait, justement, si on le fait un peu n'importe comment, sans suivi, on s'expose à des risques, des carences, des choses comme ça. Puis, vu que c'est une diète très sévère, là, ben, on s'expose justement à des carences nutritionnelles. Une des choses qu'on voit souvent, c'est de la constipation parce qu'on a retiré presque toutes les fibres alimentaires. Les fibres, on les trouve dans les végétaux, puis il n'y en a presque plus avec la diète cétogène. Donc, beaucoup de constipation. Et il y a toujours, quand on fait la diète cétogène là, très, très stricte de la bonne façon, entre guillemets, là, je ne trouve pas que c'est une bonne chose à faire, mais bon, le temps qu'on suit la diète très stricte, on peut avoir des symptômes qui appellent la keto flu ou la diète cétogène. Ça, c'est au début, quand le corps s'adapte à sa nouvelle alimentation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on observe que, en n'ayant plus de glucides, le corps doit renverser son processus. Alors, normalement, c'est ça qu'on mange. On mange, le cerveau et les muscles se nourrissent de glucides en premier lieu. Mais là, vu qu'il n'y en a plus dans la diète cétogène, ben, le corps n'a pas le choix de se tourner vers le gras et les protéines. Ça a l'air bien beau comme ça, là, de brûler du gras et des protéines, mais dans la vraie vie, ce que ça fait physiologiquement, c'est que ça renverse le processus normal du corps, puis ça crée une cétose. Donc, on brûle des corps cétoniques. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est super compliqué, mais ça vient à l'encontre, à l'inverse de ce qu'on est normalement. Donc, on brûle normalement des glucides, puis là, ben, il n'y en a plus. Fait que là, la phase adaptative, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a de la faiblesse musculaire, on peut avoir des symptômes là, de fatigue très intense, c'est vraiment pas le fun, des maux de tête. Il y a des gens qui vont avoir des petits picots, des plaques rouges sur le corps avec la diète cétogène. Puis, comme je disais tout à l'heure, la constipation qui est très fréquente, mais il y a aussi une mauvaise haleine qui est assez fréquente parce qu'on brûle des corps cétoniques. Fait que ça fait de la cétone dans la laine. Puis ça sent comme du remover là, pour les triangles. La laine de remover. Quand même. C'est intéressant. Hein? Puis pour le sport, en passant, là, la diète cétogène, c'est terrible. Hein? Ça diminue les performances et ça augmente beaucoup le sentiment de fatigue à l'effort. Donc, une diète cétogène et sport, là, c'est non. Là. C'est vraiment pas bon. Ça part d'où? Comment on peut réfléchir à dire je pars une diète cétogène? Ben, en fait, c'est vraiment un effet de mode. Hein? Tu sais, il y aura toujours des régimes à la mode. Puis là, ça a comme pogné d'un coup. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au début, les gens vont perdre du poids plus rapidement qu'une diète classique parce qu'il y a une perte d'eau. Un peu comme Maryse expliquait dans son vidéo, ben, quand on se nourrit, là, quand on est très drastique, on coupe beaucoup, ben, il y a une perte d'eau au début. Et parce qu'on n'a plus de glucides, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de perte d'eau que dans une diète classique. Alors là, les gens sont comme tout emballés. Waouh, je perds du poids super rapidement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un an, quelqu'un qui fait une diète keto ou une diète classique,
vont avoir à peu près les mêmes pertes de poids. Donc, c'est plus vrai à long terme. Il n'y a pas de bénéfice de plus par rapport à la perte de poids et la diète cétogène, mais c'est vraiment un effet de mode. C'est pour ça que tout le monde fait ça en ce moment. Là. C'est comme wouhou! Puis, je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Moi, j'aurais jamais envie de faire ça, là, mais. OK. Hey, puis là, mais c'est ça, justement, là, tu parles de mode, là, je veux dire, c'est comment, là, quand tu vois des modes partir comme ça, là, moi, comme commun des mortels qui n'a pas un bac de 5 ans en nutrition, comment je fais pour évaluer si c'est bon ou c'est mauvais ce qui est présenté à moi? Oui, très bonne question. En fait, quand ça a l'air magique, là, ça a l'air trop beau pour être vrai, déjà là, il faut être comme, ouh, attends un petit peu, là, on va réfléchir. Posez-vous la question, est-ce que je pourrais manger comme ça toute ma vie? Si la réponse est non, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des frustrations, vous allez être écœuré, vous allez lâcher ça, puis vous allez vous garrocher dans tout ce que vous n'aviez pas le droit de manger pendant votre régime. C'est normal, c'est un effet tout à fait normal après une restriction. Donc, si je m'interdis de manger des aliments, ben après ça, je vais vouloir me garrocher dedans une fois que je lâche mon régime. Alors, si la réponse est non, je ne pourrais pas manger comme ça à vie, ben ça veut dire que si tu as des bénéfices à faire cette diète-là, ils ne vont pas être à long terme. Ça va t'amener des bénéfices à court terme, puis aussitôt que tu vas lâcher ton régime, ben tu vas revenir là où tu étais avant. Puis même que souvent, on voit qu'après un régime, le poids, il monte même plus haut qu'il était à cause de cet effet-là de je redécouvre tout ce que je n'ai pas mangé pendant mon régime. Okay. Fait que ça, c'est très important. Puis, comme on a dit, là, les diètes sont souvent pas équilibrées, comme avec le keto, comme avec le sans gluten, comme avec la diète des jus, pas des régimes équilibrés. Alors, c'est jamais une bonne idée de s'embarquer là-dedans. Puis, si on n'est pas sûr, ben pourquoi pas demander à une nutritionniste? Parce que c'est nous les experts là-dedans. OK. Ben oui, c'est ça. C'est un peu votre rôle, dans le fond. Moi, ce que j'entends là, ici, là, parce qu'on, dans le domaine de l'éducation de la santé, on parle beaucoup de modification d'habitudes de vie. L'alimentation, c'est une habitude de vie, comme l'entraînement, comme le sommeil, comme la gestion du stress. Puis c'est ce qu'on dit souvent, lorsqu'il vient le temps de changer une habitude de vie, à partir du moment où tu te prives de quelque chose que tu aimes pour essayer de faire autre chose, ben le niveau de succès le pourcentage de succès est très, très, très bas parce que justement, à un moment donné, ta motivation baisse, puis là, ben, tu compenses pour aller chercher justement là, ce que tu t'es privé pendant plusieurs temps. Là. Donc, tu sais, on donnait l'exemple de Tommy qui est un fan de jeux vidéo Fortnite addictif. Surtout que les PS4. Oui, c'est ça. Celui qui, tu sais, si on lui coupe son PS4 pendant un mois, puis que là, tout d'un coup, il a réaccès à son PS4, c'est clair qu'il va devenir un fan de Fortnite assez rapide. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Là. Fait que si on revient à l'alimentation, c'est un peu le même principe avec les crottes de fromage à M. Saint-Jean. Là. Tout à fait, exactement. Si M. Saint-Jean dit, moi, à chaque fois que j'en mange des crottes de fromage, je passe à travers le sac, fait que j'arrête d'en acheter. Mais là, s'il n'y en a pas pendant un mois chez Loser, là, il va être invité quelque part à avoir des crottes de fromage, ben il va passer à travers du bol. Ah oui. Ça fait un mois qu'il n'a pas mangé, puis il adore ça. Fait qu'au lieu de se priver complètement, parce que c'est pas manger un petit peu de crottes de fromage à tous les jours qui fait du mal à ton corps, c'est de manger le sac au complet qui fait mal à ton corps. Fait que c'est aussi bien de te permettre ce petit plaisir-là à tous les jours. Idéalement, quand tu as un petit creux, c'est encore mieux. Mais ça fait pas de mal. C'est de manger le sac. Ça, oui, c'est dommageable. Ça augmente les risques de santé, les risques de gain de poids, tout ça. Puis psychologiquement, on se sent bien. C'est même physiquement, là, après avoir mangé un sac au complet, je viens pas me dire qu'on se sent très bien. Là. On n'a pas d'énergie, on se sent un peu tout croche. Puis psychologiquement, ça peut même développer de la culpabilité. On se sent coupable d'avoir passé à travers le sac. Fait qu'on est aussi bien d'en manger un petit poignée à tous les jours, un petit bol. Puis tout le monde est content. C'est drôle, moi, ça me fait penser, moi, je fais un lien super fort avec le premier podcast, Isabelle, tu n'es peut-être pas au courant, le premier podcast qui était comment faire suffisamment d'exercice, on parlait de motivation, et il y a un lien hyper fort entre les deux, là, c'est exactement la même chose. Là. Nutrition, activité physique, là, ça se parle. Et en fait, là, juste pour faire du push, Donald, c'est la même chose pour à peu près toutes les habitudes de vie associées à la santé. Donc, tout ce qui dépend de la volonté, de la motivation et de l'importance que la personne va accorder et qui n'est pas obligatoire dans un certain sens. Respirer, tu ne peux pas décider que tu arrêtes de respirer. Ça se peut pas. Mais moins bien manger, moins faire d'activité physique, ça peut. Donc, c'est effectivement, là, les liens sont très, très forts.
Puis je pense, comme Elisabeth disait, c'est qu'il ne faut pas avoir la pensée magique, peu importe le domaine. T'sais, on parle de l'alimentation. Si tu as perdu 20 livres en une semaine, ben c'est clairement pas normal, puis ça va affecter ton corps négativement, puis tu vas le reprendre avec l'effet yo-yo, là, que tu pourrais peut-être nous parler aussi, qui semble s'appliquer à pas mal tous les régimes, là, justement. Puis c'est mieux d'avoir une perte qui est progressive, petite, mais qui va rester dans le temps au moins. Là. Oui, puis même plus que ça, tu sais, on parle beaucoup de poids, comme quoi, mon Dieu, avoir l'obésité, c'est dangereux, tout ça. Mais finalement, avec les études, on se rend compte qu'on est mieux de rester en surpoids toute notre vie plutôt que de faire le yo-yo. C'est le yo-yo qui est le pire. Donc, perdre du poids, regagner, perdre du poids, regagner, perdre ça, là, c'est terrible pour l'organisme. Alors, on est mieux de rester en surpoids toute sa vie plutôt que de faire le yo-yo. Et il faut enlever un peu le lien, parce que là, on a comme un lien qui s'est créé dans notre société de je suis gros, donc je suis en mauvaise santé. C'est comme un lien direct qui s'est créé, là, mais on peut avoir un surpoids, entre guillemets, et être en excellente santé. C'est pas le chiffre sur la balance qui va déterminer si je suis en santé, c'est mes habitudes de vie, comme on a nommé l'alimentation, l'exercice, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je gère bien mon stress, est-ce que je fume, est-ce que c'est ça qui détermine si une personne est en santé. Il y a du monde mince qui sont en très mauvaise santé. Alors, il faut essayer d'enlever ça. C'est pas avoir un petit surpoids qui fait en sorte que, oh mon Dieu, je vais être en mauvaise santé. C'est super important ce que tu viens de dire là, Isabelle. Là. Wow! Justement, pour les personnes qui souhaitent avoir justement soit une perte de poids ou qui souhaitent justement avoir une meilleure alimentation, mais on met vraiment sur l'aspect de contrôler son poids. C'est une bonne idée de faire ça, de vouloir absolument, là, on va parler de la relation qu'on peut avoir avec la nourriture aussi en lien avec ça. Là. Donc, c'est une bonne idée de vouloir absolument contrôler le poids. Là. En fait, non. Moi, je dirais que plus on essaie de contrôler, plus on risque de perdre le contrôle, en fait. Il faut se dire que ton corps, c'est ta maison pour la vie. Hein? C'est notre véhicule pour la vie. Donc, pourquoi pas en prendre soin? Puis, finalement, ton corps, c'est pas quelque chose à contrôler, c'est quelque chose à écouter. Alors, il faut essayer d'enlever cette notion de contrôle. Ce mot-là, dans mon bureau, on ne l'utilise pas. D'ailleurs, on n'utilise pas les mots cochonnerie non plus. On les appelle des aliments plaisir. C'est complètement différent. On enlève la connotation négative. On peut en manger des aliments plaisir. Comme on disait tantôt, le petit bol de crotte de fromage à tous les jours, lui, il ne fait pas de mal, c'est le sac qui fait mal. Donc, des aliments plaisir, écouter son corps au lieu de contrôler. Donc, on essaie d'enlever ça, ces mots négatifs-là. Il faut dire aussi que notre fameuse société moderne, elle accorde beaucoup trop d'importance à l'apparence et au poids. Puis il y a seulement 5% des gens qui ont la génétique pour avoir l'air de ce que les mannequins ont l'air dans les annonces. 5%, c'est pas beaucoup. Puis là, il y a 95% des autres qu'on se bat pour essayer d'avoir de l'air de ces mannequins-là, quand finalement, c'est impossible. Alors, il faut essayer d'apprendre à se donner de la valeur avec autre chose que notre apparence physique. C'est difficile avec la société qu'on a, mais je vois que tranquillement, là, ça commence à changer, ça commence à évoluer. Ça, c'est super positif. Alors, contrôler son poids, c'est pas une bonne idée. Moi, j'y vais plus dans l'écoute de son corps. C'est ça que j'enseigne à mes clients. On travaille beaucoup l'alimentation intuitive. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, là. Fait que ça, c'est comme une approche anti-régime. Puis, on réapprend à s'écouter. Parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour savoir quand manger et quelle quantité manger. On a tous déjà été intuitifs dans nos vies. Quand on était enfant, on n'était vraiment pas influencé par notre tête, puis on ne connaissait pas ça, l'alimentation, la nutrition, on n'avait aucune connaissance. Fait que tout ce qui gère nos apports quand on est un enfant, c'est notre corps, c'est nos signaux, c'est je mange quand j'ai faim, puis les enfants, ils ne vont pas se bourrer puis se remplir jusqu'à temps d'être ici puis être pas bien. Là, les enfants ne font pas ça. Fait qu'on a tous déjà été intuitifs. Des fois, ça se perd, ça, avec le temps. Puis là, moi, j'aide mes clients à se reconnecter comme ça avec leur corps, à mieux écouter la faim et à essayer d'arrêter de manger au bon moment. Puis, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de liens aussi avec les émotions qu'on peut faire. Ouais. Avant manger, c'était un besoin physiologique seulement, dans le temps qu'on chassait des mammouths, là. Puis même dans le temps de nos grands-mères, il n'y avait pas de surplus, là. C'était, tu manges tes repas, puis il n'y avait pas de grignotage entre les repas dans ce temps-là parce que c'était très compté, c'était limité. Mais là, maintenant, on a une abondance de
partout, là, même dans les pharmacies, il y a de la bouffe, dans les Canadian Tire, ça n'a pas de bon sens, on est entouré de bouffe. Puis maintenant, manger, c'est comme devenu une activité quasiment. Puis c'est un petit peu, je trouve que c'est un piège souvent. C'est correct de se récompenser de temps en temps, de se faire du bien, de se faire plaisir de temps en temps. Mais si à chaque fois que tu as une émotion négative, comme du stress ou une frustration quelconque, ou tu t'ennuies, si la première réponse est toujours d'aller manger, il est là le problème. Mais si c'est occasionnel, ça fait pas de mal. Puis il y a les quantités aussi, évidemment, qui vont faire toute la différence. Ça se peut-tu que l'accès aux aliments transformés faciles, ben, c'est probablement vrai, c'est probablement où la réponse, c'est que c'est rendu tellement facile de manger que je peux aller au dépanneur m'acheter un sac de chips, mais si j'avais à faire mes chips, probablement que je me découragerais avant. Là, exactement ça, là, je l'applique souvent justement dans mon bureau. Tu sais, faire des biscuits ou faire des muffins, là, ça demande du temps, là, faire la préparation, tout bien les placer sur ta plaque, les mettre au four. Ça t'a pris 1h30 faire ta plaque de 20 biscuits. Là. Est-ce que tu vas manger tes 20 biscuits tout d'un coup? Ben non, parce que tu as pris le temps de le faire. Fait qu'il y a une espèce de respect qui s'est créé. Tu sais, tu as pris le temps de cuisiner, donc tu respectes les ingrédients et tu ne vas pas tous les manger d'un coup. Tu te rappelles combien de temps ça t'a pris. Mais là, c'est tellement facile. Je prends une boîte de biscuits, je l'ouvre, 20 biscuits, pouf, ça paraît pas, ça m'a pas pris de temps, ça coûte pas cher non plus, c'est un autre problème, malheureusement. Là. Fait que, non, moi, je trouve que si on était tous faire un retour vers cuisiner maison là, le plus possible, ça changerait tout. Ce que je trouve super intéressant, les autres collaborateurs pourraient faire du pouce là-dessus, là. Même les jeunes qui sont là, depuis les premiers podcasts. Lorsqu'Élisabelle elle a dit le corps, c'est ta maison pour la vie, le corps t'envoie des signaux, le corps, tu dois écouter ce qu'il te dit. Hey, on revient à notre meeting avec Cool Apparel sur la gestion du stress. Hein? C'est exactement les mêmes phrases. Ces gens-là ne se connaissent pas. Là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le message est clair. Écoute ton véhicule, écoute-toi, puis respecte ton corps et les signaux qu'il t'envoie parce que c'est clairement la bonne façon à adopter. C'est ce que je comprends. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis. Mirko, tu dis d'écouter notre corps. Tantôt, Isabelle, tu disais écoute les signaux de faim quand tu n'as plus faim, quand tu as faim. Mais j'ai l'impression que le contexte aujourd'hui dans lequel on est fait en sorte qu'on écoute moins notre corps, on écoute moins les signaux. Souvent, on va manger seul devant la TV, on est captivé par quelque chose, donc on mange. Sans s'en rendre compte, on n'écoute plus nos signaux. Donc, on va manger plus vite aussi. Donc, notre cerveau a moins le temps d'analyser si on est rempli ou non. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que… Oui, exactement. Là, tu as touché au volet comportemental parce qu'avant, il y avait le rituel de cuisiner, puis ensuite, on mangeait toujours à table, c'était toujours en famille, il y avait une belle ambiance, c'était agréable. Fait que là, c'était plus facile d'écouter les signaux, mais là, comme tu l'as dit, maintenant, les gens vont plus manger seuls ou devant la télé. Et ça favorise vraiment pas l'écoute des signaux. C'est comme si, pendant qu'on mange devant la télé, on est un zombie, tu sais, nos yeux sont rivés vers la télé, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en train de manger. Ça, ben notre corps, il est plus ou moins conscient qu'il mange. Souvent, ça nous fait manger plus vite. Fait que là, premièrement, il y a une perte de plaisir parce qu'on n'est pas attentif à ce qu'on mange, à ce qu'on goûte dans notre bouche, parce que notre attention est complètement sur la télévision. Donc, 1, perte de plaisir gustatif. 2, je mange plus rapidement. Il y a des bonnes chances, en tout cas, vu que je parle pas, puis je fais pas autre chose, je suis juste en train de manger comme ça. Et ensuite, ben, ça va être bien plus facile de trop manger parce que je suis vraiment pas à l'écoute, là, je regarde même pas mon assiette. Fait que là, si j'ai terminé mon assiette, je suis comme « Oh non, déjà fini, ben, je vais aller m'en prendre, j'ai pas eu assez de fun. » Tandis que si je m'assois et que je regarde mon assiette, là, je peux être à l'écoute. Qu'est-ce que ça goûte dans ma bouche? Est-ce que c'est le fun? Miam, je mastique, c'est intéressant. Et là, à un moment donné, je peux dire, bon, j'en ai eu assez, j'en ai profité. Combien de fois je demande à mes clients de couper leur petit morceau de chocolat ou leurs 2 morceaux de chocolat en petits morceaux, là, puis ils laissent fondre dans leur bouche, puis ils me disent, hey, après 2 morceaux, j'en ai eu assez. D'habitude, ces gens-là mangeaient la tablette de chocolaline au complet, là, parce qu'ils le mettent dans la bouche, ils le croquent, ils l'avalent. T'as pas de fun quand tu fais ça, là. Fait que c'est important d'honorer le repas, puis de rien faire d'autre en même temps, parce que qui aime manger dans la vie? Ben, tout le monde. On aime tout manger, mais c'est comme si on gaspille ces moments-là. On n'en profite pas du tout parce qu'on fait autre chose en même temps ou on travaille, hein, on est à l'écran en même temps qu'on mange. Donc, c'est super important de se rebrancher.
Si on n'aime pas manger seul parce qu'on trouve ça plate, on peut soit écouter de la musique, soit mettre un podcast, ou on peut lire un livre papier. Ça, c'est correct. Pourquoi? Parce que si j'écoute de la musique ou un podcast, ben, j'ai quand même mes yeux, je peux regarder mon assiette. Et si je suis en train de lire un livre papier, ben, j'ai pas le choix de déposer mon livre entre chaque bouchée. Alors, ça me ralentit un peu. Tandis que si je lis sur une tablette, ben, c'est très facile de lire et de manger comme ça en même temps. Si j'ai l'habitude de manger vite, je peux faire plusieurs petites choses. Je peux changer de main, manger avec ma main non dominante. C'est bon. Ça ralentit beaucoup. Je peux utiliser des petites fourchettes ou petites cuillères. Ça réduit les bouchées, donc c'est sûr que ça me ralentit. Et je peux aussi y aller encore plus loin avec des baguettes. Ça demande beaucoup de skills, alors souvent ça nous ralentit. On va prendre une baguette. Hein. Tu vas te prendre une palette de baguettes. Hey, moi, on va faire une étude de cas un petit peu, Isabelle. Admettons que je connais, c'est pas moi, là, c'est quelqu'un d'autre qui aime beaucoup. On va prendre un exemple au hasard, la poutine, mettons. Quand cette personne-là est contente, elle veut manger une poutine. Quand cette personne-là est fâchée, Dieu sait qu'elle est fâchée souvent, elle veut manger une poutine. Quand cette personne-là est triste, puis là, je dis pas que c'est moi, là, on va prendre un exemple au hasard comme ça. Ben, la voisine tient à Maryse, mettons. Oui. Elle est triste, elle veut manger une poutine. Elle a un succès, elle veut manger une poutine. Un échec, elle mange une poutine. Puis quand elle n'a rien à faire, elle mangerait donc bien une poutine. Tu sais, elle a développé une relation malsaine avec, bon, là, la poutine, parce que c'est un exemple comme ça. Comment on fait pour être capable de se détacher de ça? Oui, très bonne question. Ça, je le vois beaucoup, beaucoup en pratique. Puis, en fait, c'est que ça devient la réponse à tout, finalement, la nourriture. Et là, il faut se demander, OK, quand j'ai le goût d'une poutine, admettons qu'on continue avec l'exemple de la poutine, quand j'ai le goût d'une poutine, puis que j'ai pas nécessairement faim, ça cache quoi comme besoin? Parce qu'avoir faim, on le sent dans le ventre, c'est creux, ça gargouille, on sent des symptômes physiques. Et si j'ai pas réellement faim, mais que j'ai quand même envie de manger une poutine ou du chocolat ou des chips, peu importe, mon aliment que j'aime beaucoup, mais c'est quoi mon besoin en arrière? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis stressée? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose en arrière? Ça peut être juste une recherche de plaisir. Ça peut être que je m'ennuie. Fait que là, c'est de voir, bon, OK, j'ai tel besoin caché derrière mes envies de chips ou de poutine ou de chocolat. Fait que c'est quoi la vraie réponse? Parce que clairement, manger, ben oui, ça fait peut-être du bien sur le coup, mais c'est tellement un effet temporaire. C'est comme de mettre un petit plaster sur une grande plaie ouverte. Pas ça, là, la solution. Ce qu'on veut, c'est la refermer, cette plaie ouverte-là. Fait que quand je suis stressée, qu'est-ce qui me fait du bien à part manger? Okay, fait que là, il faut se faire une liste, il faut réfléchir, il faut dire, OK, quand je suis stressée, ça me fait du bien. Bon, ça peut être d'aller prendre une marche avec mon chien, ça peut être de prendre un bain moussant, ça peut être d'écouter de la musique défoulante, ça peut être de crier dans un oreiller, ça peut être d'écrire, ça peut être d'appeler quelqu'un. Il y a tellement de choses. Et là, il faut se faire une liste des choses qu'on aime faire qui nous font du bien. Puis, si on est capable, on peut la laisser à la vue, comme sur l'armoire, comme sur le frigo, si on a tendance à aller souvent dans le frigo ou dans une armoire en particulier pour justement nos crottes de fromage ou quelque chose comme ça. Et là, cette liste-là va nous popper. Ah, tiens, c'est vrai, j'ai ma petite liste. Là, on regarde ce qu'on a écrit dessus, puis on fait une de ces activités-là. Si après, ça n'a pas passé, on en choisit un autre, on en fait un autre, mais c'est juste pour se déprogrammer. C'est pas du jour au lendemain qu'on réussit ça, il faut vraiment s'entraîner à le faire, mais à force de faire autre chose que manger, bien là, à un moment donné, on va développer des meilleurs réflexes et l'impulsion de vouloir manger une poutine quand ça ne va pas, bien, elle va diminuer avec le temps. OK. Donc, si je comprends bien, quand je m'ennuie, au lieu de manger ma poutine, je veux dire la personne que je te parlais tantôt, faut qu'elle trouve une autre façon soit de se désennuyer, de se déstresser ou d'aller chercher le plaisir, la notion de plaisir autrement. Donc, trouve d'autres choses qui te font plaisir pour pouvoir le faire. Super intéressant, ça. Parce que, tu sais, on peut faire un lien rapide avec, justement, l'alimentation en temps de confinement, par exemple, où les gens ont été probablement plus assis, moins actifs, qui se sont probablement ennuyés, qui ont vu un côté social qui était moins développé. Puis souvent, quand on s'ennuie, on a faim, puis justement. Donc, j'imagine qu'il y a un lien qu'on peut faire avec ça, là, assurément.
Oui, ça c'est sûr. Je conseille toujours de se faire des petites listes, de se prévoir un horaire, tu sais, de regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire, des petits projets ici et là. Puis plus on s'occupe, ben moins on va penser à manger. Ça, c'est sûr. Puis c'est sûr que manger va toujours rester un plaisir. Ça, c'est sûr, ça va toujours rester un plaisir. Mais il ne faut pas que ce soit le seul, il ne faut pas que ce soit la première réponse à tout. Et il faut se dire aussi, tu sais, on va manger toute notre vie, 3, 4, 5 fois par jour. Fait que ça sert à quoi de manger trop là? Ça sert à quoi de la finir, ma poutine, quand je peux peut-être la diviser en 2 puis de manger le reste le lendemain? Fait que la poutine, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est moins bon réchauffé, mais Mais quand tu aimes beaucoup la poutine, je peux te confirmer que c'est possible. oui, bon, tu vois. Fait que c'est ça, c'est d'y aller, oui, pour répondre à nos besoins avec les vraies choses et non toujours la nourriture, mais de se dire que c'est correct d'avoir du plaisir à manger, puis même qu'on devrait avoir du plaisir à tous les repas aussi, ça c'est important, là. Si j'ai jamais de fun à manger parce que je me force à manger de la salade pour dîner, parce que j'ai peur de prendre du poids, ben ma salade, là, ça me fait pas plaisir, là, une petite salade plate. Fait que c'est important d'avoir du plaisir à chaque repas, comme ça, ben la poutine, elle va pas m'appeler à tous les jours dans ce temps-là. Puis comme tu disais, c'est pas si grave de manger une fois de temps en temps une poutine, c'est normal. Il faut juste pas que ça devienne la béquille de nos émotions, cette poutine-là, en fait. Il faut juste en manger une fois de temps en temps, mais... Exactement. Puis si on s'écoute réellement, là, manger une grosse poutine au complet, vite, là, on se sent pas bien après. Si tu manges une petite poutine, que tu la dégustes tranquillement, puis que tu arrêtes au bon moment, ça se peut qu'il reste une dizaine de frites dans le fond. Exact. Bon, tu mets ça au compost, ça finit là. Tu te sens bien, tu as de l'énergie, tu te sens pas toute amorphe puis gonflée. Bien, ça fait pas de mal. Mais la grosse poutine, manger vite, puis tu te sens super gonflé, bien là, oui, elle est plus dommageable. Bon. Écoute, Isabelle, c'est vraiment intéressant. Le temps va vite. Oui, hein? Peut-être, ça va bien, c'est le fun. Écoute, là, je pense qu'au niveau des sujets, là, avant d'entendre notre fameuse chronique « Hey, le comique » de M. Saint-Jean, il y aurait peut-être, là, justement, là, si on pouvait, tu sais, écoute, il y a plein d'autres sujets. Il va falloir que tu reviennes nous parler, Isabelle. Ça va me faire plaisir. On peut parler de notre relation avec la nourriture, là, mais il y a plein d'aliments, là. Écoute, il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Donc, tu es déjà engagé là, pour un prochain podcast là, à l'automne. Peut-être nous parler un petit peu là, des habitudes ou, tu sais, c'est quoi tu sais, les meilleurs trucs, les 5 meilleurs trucs, par exemple, là, pour avoir des bonnes habitudes alimentaires. Peut-être terminer avec ça. Super. Bien, très bonne idée. En fait, premièrement, comme on a dit au début, on ne fait pas de régime. Ça, c'est non. C'est la pire chose qu'on peut faire pour son corps. Fait qu'on ne fait pas de régime. Après ça, ben, je suggère toujours d'essayer d'apprendre à cuisiner. Ça va vous servir toute votre vie. Parce qu'on sait que manger des aliments transformés, à un moment donné, c'est sûr que ça va vous rattraper. C'est associé au gain de poids, c'est associé à des troubles de santé. Donc, apprendre à cuisiner, ça, c'est une excellente façon là, de s'assurer de manger plus santé. Puis maintenant, il y a plein de vidéos en ligne pour nous apprendre à cuisiner. On peut demander à nos parents aussi ou nos grands-mères de nous enseigner une couple de recettes. Donc, ça, c'est sûr que c'est mon deuxième truc. Après ça, mon troisième, c'est de manger lentement et écouter son corps. Donc, essayer de manger surtout quand je sens que j'ai une vraie faim au niveau de mon ventre et pas juste une envie de manger qui est plus au niveau du cerveau ici. Donc, ralentir, manger lentement, écouter son corps, ça, c'est mon troisième. Quatrième, je ne sais pas si vous avez tous vu l'assiette là, du nouveau guide alimentaire canadien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette assiette-là? Elle a beaucoup de végétaux. Alors, c'est sûr qu'augmenter nos végétaux, c'est toujours une bonne idée pour avoir des meilleures habitudes de vie, des meilleures habitudes alimentaires. Donc, des protéines végétales, des légumineuses, des lentilles, du tofu, des edamame. On peut y aller avec plus de fruits, de légumes, tout ça. Puis, diminuer un petit peu nos protéines animales qui sont pas super pour l'environnement. Et au niveau de notre corps aussi, c'est sûr que des excès de viande rouge, entre autres, là, c'est peut-être pas une bonne idée là, pour la santé à long terme. Fait que plus de végétaux, ce serait mon quatrième truc. Et mon cinquième, viser un équilibre. Alors, quand on parlait tout à l'heure là, de vouloir bien manger, contrôler son poids, tout ça, là, bien, viser la perfection puis viser une alimentation qui est trop saine, ça, c'est même un trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. Donc, au lieu d'essayer de vouloir trop bien manger, bien, on vise un équilibre. Alors, on vise 75% d'aliments nutritifs, donc bon, des protéines, des végétaux, des fruits, des légumes, des féculents, des choses comme ça.
Et on vise un 25 d'aliments plaisir. Donc, pas obligé d'être à 100 tout le temps parfait, c'est pas ça le but. Il faut laisser de la place aux aliments plaisir, puis avoir une espèce d'équilibre comme ça. Puis si on s'écoute, on n'aura jamais de problème là, de poids de notre vie d'enfant. Wow. Moi, j'ai une question, mais j'ai l'impression que ça pourrait prendre un podcast au complet. Hein. Est-ce que c'est mieux de mieux manger que de faire de l'exercice physique ou l'inverse? Oh! Hey, on va avoir un Je vais laisser la parole à Maryse. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je savais que c'est pour créer un débat. C'est le mieux. Moi, je suis le genre de Kim qui travaille beaucoup avec les nutritionnistes parce que je pense que l'équilibre, c'est dans toutes les sphères. Fait que moi, j'embarquerai pas là-dedans. Je pense qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Au contraire, on avait parlé, même quand on a parlé d'activité physique, si tu fais ta pratique d'activité physique, suis les recommandations, mais que tu manges tout croche, tu dors pas, c'est pas mieux. Fait que moi, j'embarque pas là-dedans, Isabelle. T'es pas obligée de toi non plus. On vise l'équilibre, fait que ça prend les deux. Être actif, puis écouter son corps et bien se nourrir, dans le fond. Oui, je m'attendais à ça comme réponse. C'est la meilleure réponse. Puis on pourrait, dans un prochain podcast, parler de balance énergétique. Puis effectivement, les deux vont jouer beaucoup, beaucoup aussi. Là. C'est très complémentaire. Absolument. Vous n'aurez pas le choix de revenir. Vas-y, Tammy. Ouais, je voudrais peut-être juste prendre un petit 2 minutes là, pour prendre un peu ton avis de professionnel sur le nouveau guide alimentaire, justement. J'ai l'impression que le dernier était tellement dépassé, puis que là, tous les conseils que tu as donnés, justement, dans les dernières minutes, se retrouvent dans le guide alimentaire. J'ai l'impression que si tu ne veux pas nécessairement aller voir un nutritionniste ou peu importe, ça peut être une très bonne base pour commencer à avoir des bons conseils par rapport à l'alimentation. Là. Oui, tout à fait, parce que le premier, moi, c'est le premier que j'ai connu dans ma profession, là, celui de 2007. On parlait beaucoup de portions, donc de compter des portions dans notre journée et tout ça. Mais finalement, compter des portions, c'est pas s'écouter. C'est pas vrai qu'on a faim égale à tous les jours. Il y a des jours qu'on a moins faim, il y a des jours qu'on a plus faim. On est tous un peu différents. Fait que l'ancien guide était comme trop précis, trop strict pour rien. Puis moi, personnellement, j'avais même pas assez faim pour manger tout le nombre de portions qu'il me disait de manger. Là. C'était impossible. Fait que l'ancien guide, il focusait trop sur des portions. Puis là, maintenant, on parle plus de proportions. Donc, c'est vraiment différent. Si on regarde la belle assiette, il y a beaucoup de végétaux, donc de fruits, de légumes. C'est ça qui devrait prendre le plus de place dans notre assiette. Après ça, une petite portion de protéines qui est à peu près comme un jeu de cartes ou un petit peu plus. Puis après ça, on a notre part de féculents qui va être notre patate, notre riz, des choses comme ça, ou notre pain. Donc là, on parle plus de proportions que de portions. Et quand on regarde au verso, on invite les gens à s'écouter. Donc, manger quand on a faim, arrêter de manger avant d'être trop plein, cuisiner. Et là, on y va avec le volet plus comportemental, des choses comme ça. Alors, le nouveau guide, moi, je l'adore. Puis en plus, ils ont mis beaucoup d'emphase sur les végétaux, les protéines végétales, essayer de diminuer la viande. Donc, c'est wow. Honnêtement, le nouveau guide, là, ça me va droit au cœur. Je suis très contente. Hey, justement, dans cette optique-là, pour les jeunes ou les gens qui voudraient en connaître plus un petit peu sur l'alimentation, as-tu justement quelqu'un à nous suggérer un podcast, une chaîne YouTube, quelqu'un qui est nutritionniste en ligne, quelqu'un où on pourrait aller chercher là, cette information-là? C'est une bonne question parce qu'il y a plein de documentaires sur Netflix, mais malheureusement, les documentaires, il manque un peu de nuances et il manque de science là-dedans. Alors, c'est des documentaires chocs. Peut-être pas une bonne idée. Tandis qu'il y a une nutritionniste qui fait des beaux vidéos. Si vous aimez ça, regardez des vidéos, là, la chaîne YouTube de la nutritionniste Cynthia Marcotte. C'est une excellente chaîne. Elle a plus de 300 vidéos. Et justement, chaque fois qu'il y a un documentaire choc sur l'alimentation qui sort, elle fait souvent une analyse de cette vidéo-là, de ce documentaire-là, puis elle nous montre, OK, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est peut-être moins vrai dans le documentaire, là. Fait qu'elle est excellente. Elle a testé plein de fameux régimes. Elle donne son avis sur plein de choses, des nouveaux produits. Donc, elle vulgarise bien. Fait que celle-là, je vous la conseille beaucoup. Cynthia Marcotte. Oui. J'ajouterais peut-être juste vite, là, qui est super bon aussi, tu dois connaître là, extenso.org qui aborde plein de matérialités très, très simplement bien documentées par rapport à l'alimentation, là, qui peut être bien aussi à consulter. Oui, absolument. C'est un très bon site. Excellent. Hey, Elisabeth, merci énormément pour ta participation au Sportcast. Tu as fait ça comme une chef.
n'auras pas le choix de revenir. On t'a dit tout de suite, tu n'avais pas vu, mais quand tu as signé ton contrat, il était marqué que tu venais au moins à 3 présences du podcast. Donc, Ça me va. on va recommuniquer avec toi assurément. Je suis convaincu que les gens vont apprécier parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Donc, écoute, si tout le monde est à l'aise avec ça, on procéderait maintenant là, au moment choc de notre rencontre, qui est la parole à monsieur nul autre que Donald Saint-Jean. Exactement. Je me suis amusé, vraiment, c'est le mot amusé, à chercher les pires régimes qui pouvaient exister. Puis, honnêtement, ça en est aberrant. Vous allez voir, ça dépasse l'entendement ce que le monde peut essayer de trouver pour perdre du poids. Fait que mon premier, c'est le régime qui s'appelle le respirationnisme. Respirationnisme, c'est le régime le moins dispendieux qui consiste à se gaver d'air. Donc, on ne peut que prendre de l'air et respirer. Si je vous le dis, c'est parce que ça existe. Hein? C'est pas, je n'ai pas inventé ça, là, ça existe. Donc, c'est un jeûne, en fait. Tu te nourris juste d'air. Donc, pas très bon, là, je suis pas mal convaincu. Deuxième, on appelle ça le régime coton. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, Isabelle. Le régime coton, là, ça consiste à prendre des boules de coton qui sont très, très pauvres en nutriments et de les tremper dans un peu de jus et de les ingérer. Donc, on se gave de coton et un peu de jus, parce qu'imagine que le coton tout seul, ça ne passe pas. Donc, on lui donne un peu de goût. Puis, c'est extrêmement dangereux parce que le coton, c'est de la grosse fibre. Dans les intestins, là, il y en a qui... Ça doit faire des bouchons. Exactement. Donc, il faut faire attention. Je ne fais pas ça. Fais pas ça. OK? Fais pas ça. Fais pas ça. Le régime du ver solitaire. Okay, le ver solitaire, qui est une maladie connue, là, malheureusement, là, qui consiste à un ver, c'est un peu dégoûtant, là, qui va dans l'intestin et qui cause beaucoup de dommages. Mais il y en a qui ingurgitent volontairement le ver solitaire pour pouvoir aller faire la job qu'eux ne sont pas capables de faire, donc c'est-à-dire aller nettoyer, mais avec tous les dommages au niveau de la santé que ça peut apporter. C'est carrément dégueulasse. J'ai aussi trouvé le régime corset. Donc, c'est mécanique. Quand on se met un corset extrêmement serré au niveau de la cage thoracique, ça comprime l'estomac, il y a moins d'espace, le sentiment de satiété arrive plus vite, donc on ingurge, on mange moins. Régime corset. Et le dernier, le régime cookies. Tu as le droit à un repas par jour, qui est un biscuit fait de farine de riz ou d'avoine, pas de farine de blé, parce qu'il y a du gluten. C'est la seule chose que tu manges dans ta journée, c'est des biscuits à volonté. Par contre, là, tu peux déposer des biscuits comme tu veux, mais c'est une fois par jour et c'est ça, c'est des biscuits. Cookie Monster. Oui, exactement. Ouais. C'est facile d'avoir toutes nos vitamines et minéraux, les antioxydants. C'est beaucoup de couleurs dans cette diète-là. Bel équilibre. Ouais. C'est évident là, que tu n'as pas de bon sens, mais il y a beaucoup de régimes qui ont l'air d'avoir du bon sens, mais que c'est autant pas scientifique que ce que tu viens de dire, puis qu'on est comme, ah ben oui, il y a un médecin à quelque part en Arkansas qui l'a dit. On revient à la discussion du départ, c'est la recherche d'un corps à tout prix, tu sais. Peu importe, tu vas te mutiler, c'est vraiment, là, tu te fais pas mal, tu te fais mal à l'intérieur, tu sais, c'est... Et c'est que les gens sont à la recherche de quelque chose de facile. Rapide. Un quick fix. Fait que, OK, je vais faire ça, je vais perdre du poids vite, facile, let's go, je m'embarque. Mais finalement, ce qui est bon à long terme, c'est changer nos habitudes. Mais ça demande plus d'efforts, plus de temps, plus d'investissement. Mais c'est ça qui marche à long terme, finalement. C'est de fixer, c'est de prendre soin de notre corps. Je pense qu'avec des bonnes habitudes, c'est quoi? C'est 2 livres par semaine que tu es supposé perdre, pas plus? Ou 1 à 2 livres, en fait. Et je vais vous dire, ce qui n'aide pas aussi, c'est que les écrits scientifiques, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Alors, des fois, ils vont sortir un régime en disant « c'est démontré perte de poids ». Ben oui, ils ont démontré que tu perdais du poids dans les 24 heures qui suivent parce que tu déshydrates. Ils n'ont pas montré que tu vas la perdre
de façon durable et saine. Là. Fait que faut vraiment faire attention, même quand on nous dit que c'est démontré scientifiquement, là, c'est à prendre avec un grain de sel. Ah, et c'est la scientifique qui parle, c'est merveilleux. Ça. Hey, très bonne citation. Eh bien, écoutez, ça met fin à notre dernier podcast de l'année scolaire 2019-2020. Simplement vous rappeler que la semaine prochaine, messieurs, dames, même heure, même batte-poste, nous aurons le plaisir de réaliser là, les 3 profs d'éduc et probablement notre collaboratrice Maryse qui sera présente. Un entraînement là, spécifique au hockey. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir vos patins à glace. Là. C'est pas ça le but du jeu. C'est de vraiment faire un entraînement qui serait bon pour un joueur de hockey pour pouvoir améliorer ses performances sportives. Donc, moi et M. Lamoureux, on va avoir le plaisir d'être les cobayes. Et au courant de la semaine prochaine, on va vous partager là, la liste de matériel maison que vous pouvez avoir pour améliorer votre entraînement. Donc, on va tenir compte du fait là, que vous n'avez pas d'aréna, que vous n'avez pas nécessairement un bâton de hockey. Donc, l'objectif, c'est pas que vous deveniez des joueurs de la Ligue nationale, mais bien expérimenter un petit peu là, un entraînement dans la peau d'un spécialiste du hockey, en fait. Donc, c'est le but de la semaine prochaine. Donc, soyez présents, soyez prêts à bouger parce que nous, on va l'être. On va avoir un show en masse. Donc, Elisabelle, merci encore une fois énormément. Très, très apprécié. Maryse, encore, toujours, c'est un plaisir de t'avoir. Les boys, je pense qu'on a fait du beau travail, du beau boulot. Donc, messieurs, dames, on vous invite à quitter maintenant la plateforme. Elisabelle, tu peux rester. Là, on va jaser des collaborateurs. Les autres, on vous invite à quitter. Je vous remercie énormément. Ciao!